C'est quand tu veux. Merci Guy, bienvenue à toutes et tous à la Maison d'Ailleurs. C'est vrai que ça va être un peu surprenant pour vous, enfin je ne sais pas si c'est surprenant pour vous, j'espère que vous connaissez ce musée par ailleurs. Quand on a préparé cette matinée, bon, il y a une petite partie d'environ 1 heure, 45 minutes, 1 heure où je vais vous présenter un petit peu, enfin je vais rebondir un peu sur les questions qui ont été évoquées par Guy, sur la perspective, la science-fiction, les utopies, ça fait beaucoup de choses, même en 1 heure, mais je vais essayer de tenter de tracer un peu un chemin là-dedans. Puis après, on appliquera ça un peu à l'exposition. Je vous ferai une visite de l'exposition Révolte pour essayer d'un petit peu voir un peu comment ça fonctionne. Parce que l'idée de départ de la journée, c'était de vous confronter, vous mettre face à la question de la prospective, en sachant que vous n'êtes pas dans un lieu de prospective, ce qui est un peu étrange, mais c'est une autre manière de faire de la prospective. Voilà. Peut-être juste pour clarifier, ce qu'on entend en général par la prospective, c'est la capacité, plutôt scientifique d'ailleurs, d'écouter ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire qu'en fait dans notre monde à nous, dans notre quotidien, il y a plein d'éléments qui semblent être chargés de futur. C'est-à-dire qu'on, par exemple, un élément simple, la technologie, les technologies portables que vous avez dans vos poches, par exemple, ou dans vos sacs, bah, c'est un objet dans le présent, mais qui est tendu vers des développements, des applications dans le futur. Hein, quand un nouveau téléphone sort, même si c'est plus vraiment un téléphone, en fait, c'est un ordinateur, lorsqu'un téléphone sort, il y a déjà des chercheurs qui travaillent sur les étapes suivantes, et donc finalement le futur se construit tout le temps déjà un peu. Alors la prospective, c'est la capacité à pouvoir voir dans cette multiplicité de paramètres, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, comment on est en train, dans le présent, de construire le futur. Et donc quand on parle du futur, souvent, on a tendance un peu à l'opposer au présent. Il y a ce qu'on vit maintenant, puis il y a nos développements futurs, comme si ce qu'on vivait aujourd'hui n'avait pas vraiment d'incidence. Or, évidemment, c'est l'inverse qui se passe. Hein. Tout ce qu'on vit, tous les choix ou les non-choix qu'on fait dans le présent vont avoir des conséquences inévitables pour le futur. Et la prospective, c'est une science qui essaye de modéliser, de créer des modèles relativement complexes d'évolution de notre présent vers différents types de futurs, suivant les choix politiques qu'on va faire, économiques ou autres. C'est pour ça qu'en général, les citoyens que nous sommes ne faisons pas de prospective, parce que ça supposerait d'être capable de pouvoir percevoir un ensemble de paramètres et puis de voir comment on peut les modéliser. Hein. Il y a il y a des méthodes pour faire ça, hein, comment avec un ensemble de choix politiques et autres, je peux modéliser la suite de l'Occident. Ben voilà, on pourrait prendre un exemple, hein. Imaginons qu'il y ait de moins en moins de pétrole ou d'énergie fossile, qu'est-ce qui va se passer pour l'industrie, comment est-ce que ça va se développer, ceci en lien avec la question climatique. Mais bon, la question climatique elle est embêtante parce que 20% aujourd'hui de l'énergie dépensée sur la planète sert à refroidir les serveurs de vos téléphones portables. Donc comment on va faire pour pallier l'urgence climatique en sachant que les gens ne sont pas méga prêts psychologiquement à lâcher leur téléphone portable qui consomme quand même 20% de l'énergie terrestre. Enfin voilà, puis on va essayer de mettre tout ça ensemble, puis de voir comment on peut créer un monde qui ne va pas trop se casser la gueule. Parce qu'on a accepté maintenant le fait que le monde allait se casser la gueule, mais peut-être pas trop. Et en particulier pour les touristes, puisque c'est eux qui font la prospective. Hein. C'est pas qu'on s'en fiche des autres, mais politiquement, en tout cas au niveau de la politique internationale, un peu quand même. Donc cette science-là, elle n'est pas du tout liée au musée dans lequel vous vous trouvez. Où elle l'est, mais d'une manière un peu particulière. Ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis la Renaissance tardive, donc depuis à peu près le XVIe siècle, l'être humain, ou les créateurs, mettent en place un type de raisonnement ou un type de réflexion qui n'existait pas auparavant, qui n'existait pas au Moyen-Âge, et puis le musée est plus dédié à ça. La Maison d'Ailleurs, c'est un musée qui est dédié à ce type de raisonnement. Et ce type de raisonnement, qui est complètement évident pour nous, c'est la condition de possibilité de la prospective. Alors, on voit comment ça marche. C'est un peu ce que vous avez tout au fond. Alors, c'est pour ça que je fais peut-être une petite visite un peu virtuelle de l'espace. Qu'on recense au fond de cet espace, c'est ce qu'on appelle les utopies. Et quand on parle d'un monde meilleur ou autre, c'est en général une manière de parler de cette vieille tradition de l'imaginaire qu'on appelle l'utopie, qui est née au début du XVIe siècle, donc c'est pas tout récent. Hein. L'idée, c'est, je vais un peu vous dire comment ça marche. L'utopie, c'est des textes littéraires déjà. C'est pas de la démarche scientifique,
c'est pas des programmes politiques, c'est une manière de réfléchir. C'est une manière de réfléchir à l'existence humaine, à l'existence des sociétés humaines, et de le réfléchir dans le temps, ou dans le futur. Concrètement, il y a un type de raisonnement qu'on fait assez facilement aujourd'hui. Si je vous demandais à toutes et tous maintenant de prendre un petit papier, ce que vous n'allez pas faire, vous n'êtes pas à l'école, et puis de me raconter à votre avis quelle sera l'image du futur dans 10 ans, quelles sont les technologies qui vont être différentes et autres, vous arrivez tous le faire. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous allez écrire sera pertinent, c'est-à-dire que vous allez tous pouvoir se dire tiens, j'observe un peu ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, parce que vous n'êtes plus des ados, donc fondamentalement vous avez ce recul. Puis je peux imaginer qu'on va plutôt aller vers un développement de l'IA, et puis des assistants personnels, et puis que nos téléphones portables seront encore plus connectés à nos données, ou plutôt nous passerons encore plus de temps à donner des données à nos téléphones portables, qui permettront de configurer des profils types d'utilisateurs et de consommateurs, qui permettront à des entreprises de vous balancer de la pub ciblée, ce qu'on est déjà en train de vivre, mais qu'on ne voit pas. Vous allez pouvoir le faire parce que vous allez partir du principe qu'il n'y a plus d'existence divine qui peut interférer à n'importe quel moment dans le présent. Ce que pensait quelqu'un au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, si on évite de réfléchir au futur, c'est qu'on se dit les voies du Seigneur sont impénétrables. Autrement dit, ça ne sert à rien, il n'y a pas de linéarité entre le présent et le futur. À n'importe quel moment, ça peut changer en fonction de la volonté divine. Voilà. Or, dès la Renaissance, évidemment, ces questions prennent un autre tournant. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Et ce qui fait qu'on va laisser un espace à des gens qui vont se dire tiens, mais comment est-ce qu'on peut penser à l'action humaine dans le présent? Comment est-ce que nous, on peut faire des choses aujourd'hui qui auront des conséquences dans le futur, puisqu'il n'y a plus d'intervention divine réellement dans le présent. Et c'est ça qu'on appelle l'utopie. Donc l'utopie, c'est quoi? C'est des récits dans lesquels on imagine qu'une collectivité d'individus, à un moment donné, a décidé rationnellement de créer un monde différent du monde dans lequel on vit. Voilà, ils ont dit, je ne sais pas, prenons l'exemple de Thomas More, qui est le fondateur du genre de l'utopie, en 1516. Il écrit un petit texte qui s'appelle l'utopie, c'est d'ailleurs le nom qui est donné au genre. Et dans ce petit texte, en fait, il dit il y a plein de problèmes en Angleterre au début du XVIe siècle, comme aujourd'hui, mais pire. Et un des problèmes fondamentaux qu'il y a en Angleterre au XVIe siècle, c'est que vous avez à peu près 99,5% de la population qui est extrêmement pauvre, quasi misérable, et puis vous avez 0,05% de la population qui détient toutes les ressources financières, et donc extrêmement riche. Et là, le problème de ça, selon Thomas More, c'est que ça conduit à la criminalité. C'est-à-dire, en fait, en l'occurrence, quand vous êtes extrêmement pauvre, si vous tombez malade, si vous devez manger ou autre, c'est de nourrir vos enfants, vous risquez, puisque vous êtes pauvre, de faire quoi? D'aller chercher chez les riches. Or, jusqu'à là, l'interprétation qui était donnée socialement pour la criminalité, c'était les gens. En fait, vous êtes un peu mal fait comme ça, et puis vous êtes un peu perturbé par le diable ou par Satan, et puis donc vous faites un crime. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est lié à votre condition socio-économique, c'est quelque chose qui est lié à votre morale. Puis votre morale était perturbée, donc le criminel, il paye, direct. Il n'y a pas de circonstances atténuantes, ça n'existe pas, il faut attendre le 19e siècle pour qu'on commence à avoir des circonstances atténuantes. Donc vous commettez un délit, ce délit est puni au même niveau que le délit. Voilà. Donc vous tuez, on vous tue. Facile. Ou on expérimente sur vous, ça c'est un peu plus tard. Et dans ce texte de l'utopie, on va se dire, mais peut-être que la criminalité n'est pas seulement liée à des problèmes moraux chez les gens, mais liée à autre chose, leurs conditions socio-économiques. Pour le faire, on va illustrer ça en se disant, tiens, donc c'est un récit de fiction, il y a des voyageurs qui disent, tiens, mais on a rencontré un monde quelque part, qui s'appelle l'utopie, dans lequel ce problème est réglé. Et le texte va nous raconter ce monde. Ce qu'on voit apparaître ici, c'est il y a un problème du monde réel qu'on a identifié, par exemple le crime. Puis ce problème du monde réel, en fait, on va le projeter dans un monde autre, l'utopie, dans lequel ce problème est réglé. Je pourrais vous dire, à votre avis, je prends un exemple de ce que je disais ça hier, mais je prends un exemple tout bête. À votre avis, pourquoi les gens passent autant de temps, qui est un problème humain fondamental, même si on ne s'en rend pas compte, pourquoi on passe autant de temps sur le téléphone portable? Parce que vous passez en 4, 5, 6 heures, en moyenne occidentale c'est 6 heures.
6 heures par jour sur un écran à le caresser, et puisque c'est quand même ce que vous faites, enfin ce que je fais aussi, comment on peut expliquer ce problème? Il y a plein d'explications. On peut dire, bon, on est un peu, parce que ça lui fait du bien, même si c'est faux, un peu des victimes de grands groupes qui exploitent notre candeur comme ça. Voilà, bon, on ne fait pas exprès, mais bon, de fait, on s'est fait avoir. Puis ça nous fait du bien de nous dire qu'on est des victimes, parce que c'est quand même plus sympa d'être victime qu'acteur. Mais on pourrait expliquer plein de choses. Est-ce que vous avez des idées? Comment on explique que l'humanité, d'un coup, en moins de 10 ans, passe plus de 6 heures par jour, tout en disant à tout le monde qu'elle n'a pas le temps, 6 heures par jour à caresser un écran LCD? Pour fuir les problèmes quotidiens de la société. Alors, se mettre une fuite, alors on pourrait imaginer que on fuit, mais si on fuit, qu'est-ce que ça laisse entendre? Un mal-être. Hein? Qu'il y a un mal-être. Qu'il y a un mal-être. Voilà. Et puis donc, qu'est-ce que ça voudrait dire du téléphone portable, enfin de l'objet smartphone? Qu'est-ce qu'il aurait comme fonction, en fait? Il donne l'illusion de ne pas être seul, de réduire ce mal-être. En tout cas, il semble être un outil grâce auquel on pourrait réduire le mal-être. Voilà. Alors, soit sous forme de fuite, hein, si je passe trop de temps à voir des vidéos YouTube à la suite, l'avantage c'est que je disparais un peu à l'inconscience. Ou alors, il me permet de ne pas être seul, c'est-à-dire de communiquer avec plein de monde en espérant que dans cette communication, je vais pouvoir recréer un lien social que par ailleurs je ne vais pas recréer, puisque je passe par une internet. Donc, je pourrais commencer, mais je pourrais avoir d'autres explications. Hein. L'explication d'être une victime des grands groupes, elle n'est pas complètement fausse finalement. Hein. C'est-à-dire, l'objet téléphone portable est un objet de désir, on externalise nos désirs à l'intérieur de ça. Et puis des entreprises, qui s'appellent le marketing, sont capables de capter nos désirs. C'est comme ça que ça marche, hein, le monde consumériste. Et on nous vend dans ce désir, puis comment ils nous le vendent? Ils nous demandent de leur vendre, sans le savoir, nos données, qui leur permettent d'adapter des profils pour être plus proche possible de nos désirs. Puis on est content. Hein, on a tous fait cette expérience quand on va sur Amazon, par exemple, de se dire c'est quand même barge que ce site arrive à faire en sorte que les livres ou les articles qui me sont proposés correspondent effectivement à ce que j'ai envie de lire. C'est une sorte de miracle comme ça. On ne se dit pas nécessairement, oui, mais à force d'avoir cliqué à gauche à droite, puis à faire des connexions Facebook partout, en fait, il a identifié ce que je veux. Et donc, il me nourrit avec moi, en fait. Une sorte de désir un peu narcissique. Hein. Mais on voit qu'il y a un problème. Puis ce problème, on peut commencer à imaginer un monde qui aurait réglé ce problème. Par exemple, comment on pourrait imaginer un monde qui a réglé ce problème? Bon, à part le truc extrême, on enlève les téléphones portables, parce que le problème, si je racontais un récit comme ça, c'est qu'il ne paraîtrait pas vraisemblable, dans le sens où la plupart d'entre nous ne sommes pas vraiment si près que ça à lâcher nos téléphones portables. Donc, comment on pourrait faire, comment on pourrait imaginer? En fait, vous voyez, ce type de raisonnement-là, qui donne un pouvoir à l'être humain et à la collectivité humaine, c'est typiquement le type de raisonnement que vous avez, ou qui est né avec l'utopie au XVIe siècle. Si ce n'est que les problèmes listés par les utopies ne sont pas des problèmes technologiques, ça n'existe pas vraiment, mais davantage des problèmes socio-économiques. Hein, comment faire pour que les gens vivent un peu mieux, pour qu'il y ait un peu moins de criminalité à l'eau. Et d'ailleurs, ce que va imaginer Thomas More dans l'utopie, pour régler ce problème de la criminalité, c'est quoi? C'est de dire, ah bah tiens, moi dans mon analyse, on est tous capables de faire une analyse, comme on vient de le faire sur le monde réel. Hein. Dans mon analyse, la raison pour laquelle les gens font des crimes, c'est parce qu'ils sont pauvres. Donc si je réduis la pauvreté, logiquement, je vais réduire la criminalité. Ce qui paraît complètement évident pour nous aujourd'hui. Hein. Ce qui n'était absolument pas au XVIe siècle. Parce que si les gens sont plus pauvres, il y a moins de raisons qu'ils aient volé des riches de biens qui leur permettront de survivre. Et donc je peux imaginer un monde, que j'extrapole, je peux imaginer un monde dans lequel il n'y a plus de pauvres. Et pour qu'il n'y ait plus de pauvres, il y a plein de manières de faire qu'il n'y ait plus de pauvres. Donc soit je redistribue les richesses de manière équitable, ce qu'on appelle le communisme, le communisme, la communauté des biens, soit je fais même disparaître l'argent. Si j'ai plus de moyens symboliques pour échanger des biens, voilà, ça va. Ou alors je donne à tout le monde la même chose tout le temps. Alors lui, il prend cette option-là, il dit tout le monde travaille le même nombre d'heures par semaine, puis tous les produits du travail sont donnés à toutes et tous, puis pour éviter la jalousie
qui fait qu'il y en a qui bossent dans les champs, puis d'autres qui travaillent dans les bibliothèques, bah, tout le monde fait du tournus. Donc tout le monde passe par le champ, tout le monde passe par le machin. Et donc je crée une sorte de monde communautariste. Je dis, bah, c'est pratique avec ça, c'est que tout le monde partage les mêmes conditions, et donc il n'y a plus de raison d'aller prendre chez l'autre ce que j'ai pas, puisque j'ai la même chose que l'autre. Puis dans l'utopie, il va aller plus loin, il va dire, bah, je vais faire en sorte de faire disparaître même l'idée de la propriété privée. C'est-à-dire de la possibilité de posséder quelque chose que l'autre ne possède pas. Donc il y a plein de trucs qui vont se découler de ça. Tout le monde s'habille de la même manière, tout le monde habite dans les mêmes maisons, enfin voilà, tout le monde mange au même temps, dans les mêmes endroits, etc. Pour éviter ce sentiment que quelqu'un serait privilégié au détriment de quelqu'un d'autre. On va créer un monde, sur ce monde-là qu'on appelle l'utopie. Vous voyez, on part d'un élément très clair du rêve, le problème de la pauvreté. On va inventer, c'est une autre manière que de faire de la prospective, hein. On va inventer un autre monde qui se passe très loin, l'utopie ça nous très loin, voilà. Puis dans lequel je vais régler le problème. Et puis, on donne ça au lecteur. Sauf que la grande différence entre les créateurs ou les écrivains ou les artistes et les prospectivistes, c'est que les écrivains savent très bien que ça ne va pas se passer comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent pertinemment qu'on ne va pas devoir réaliser ce monde utopique comme ça. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la fin même de l'utopie de Thomas More, la dernière phrase du livre, c'est qu'il dit ce monde utopique, je le souhaite plus que je ne l'espère. Hein, c'est un rêve, une image, plus qu'un projet. Autrement dit, on ne crée pas des utopies pour les réaliser, on crée des utopies parce qu'elles donnent des éclairages en fait sur le présent. Donc si je prends l'exemple du téléphone portable, imaginez un monde où il n'y a plus de téléphone portable, c'est peu vraisemblable. Mais d'imaginer un monde dans lequel les algorithmes qui fonctionnent dans nos applications ne nous soumettent pas systématiquement à nous-mêmes et à d'autres choses, ça va. Pour l'exemple de Tinder, un bon truc, c'était étudié à l'EPFM il n'y a pas longtemps. Les algorithmes de Tinder vous confrontent à vous-même. C'est pour ça que ça ne marche pas d'ailleurs en général. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous paramétrez, quand on paramètre son profil, en fait, ça nous paraît être nous, quelque part, mais le problème, c'est que les algorithmes, c'est-à-dire la manière de calculer votre profil, bah, ça s'appuie sur ces données-là, puisque c'est celles que vous intégrez. Et ça va vous corréler avec des gens qui semblent, pour les algorithmes, compatibles avec vos propres trucs. Mais compatibles pas au sens humain du terme, au sens des données. Hein? Donc, j'aime la lecture, voilà. Bah, je vais plutôt corréler quelqu'un qui aime la lecture. Donc, vous voyez bien que si vous développez un peu le truc, au bout d'un moment, bah, l'image miroir qui est produite par l'application, bah, c'est vous. Et donc, on ne rencontre pas l'altérité, on rencontre la similarité. Mais donc, on pourrait quand même calculer autrement. Il y a justement une doctorante de l'EPFM qui a fait une thèse là-dessus pour voir comment les algorithmes pourraient éviter de faire qu'on rencontre le même, mais plutôt de solliciter pour qu'on rencontre la vraie altérité. C'est comme sur Amazon, plutôt que de voir les livres que vous pourriez aimer, ceux qu'on ne sait pas si vous pourriez aimer, mais qui vous feraient découvrir d'autres choses. Alors c'est plus facile pour les livres que pour les êtres humains. Donc, je peux inventer un monde dans lequel soudainement, les algorithmes qui vont être utilisés par nos systèmes, nos interfaces numériques, vont être complètement différents d'aujourd'hui. C'est plutôt que d'essayer de calquer au même, de pouvoir générer de la différence. Et puis j'imagine ce qui se passe. De nouveau, ça ne va pas nécessairement vouloir dire que ce monde est possible. Ça veut dire qu'il permet de pouvoir réfléchir autrement à notre monde à nous. Autrement dit, tout ce que vous avez dans cet espace-là, et tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est des gens qui se sont dit, je vais créer une image exagérée de notre monde à nous, non pas pour la réaliser, mais plutôt pour nous faire réfléchir et nous amener à penser différemment notre monde à nous. Autrement dit, c'est pas tendre vers le futur, c'est passer par le futur pour voir autrement le présent. Ce qui est très différent, puisque la finalité de l'acte de fiction, c'est le présent.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette question-là, on voit un des problèmes qui se passe, ce qui me permet d'arriver sur la deuxième partie, c'est que qu'est-ce qu'il se passe lorsque je veux réaliser une utopie? Voilà. C'est-à-dire que, bon, j'ai un monde où les gens sont heureux, où je postule dans heureux, puis je me dis, ah, c'est super, c'est ce qu'il faut. Hein, il faut ça, donc il faut un monde sans téléphone portable. Alors, le problème, c'est que les gens, dans une démocratie, ils n'ont pas très envie d'enlever leur téléphone portable. Aujourd'hui, ça créerait pas mal de pression, de dépression, de burn-out, je pense, de ne pas avoir de moyen de fuite. C'est quand même bien d'avoir un moyen de sortir, parce que si on l'enlève, bah, ça ne va pas empêcher le mal-être, hein, enfin, il sera même tout le temps là. Il faudra bien qu'on s'exprime d'une manière ou d'une autre. Puis, en général, on s'exprime toujours sur l'autre, rarement sur soi, et donc ça risque de poser quelques problèmes. Mais si j'imagine que d'un coup, je vais réaliser ce monde sans téléphone portable. Parce qu'on entend des fois, oui, mais il faut arrêter avec ces téléphones portables. Bah, il faudra bien qu'une décision gouvernementale, ça d'un coup, il va y avoir quelque chose de très fort qui va faire qu'on va dire, bah, maintenant c'est interdit. Puis, malgré le fait que les gens veulent, etc. Et puis, il y a plein de choses qui risquent d'être interdites. Donc, si j'interdis les téléphones portables, il faut que j'interdise les ateliers qui peuvent les construire. Et puis, je commence à avoir cette même extension de tout. Et ça, lorsqu'on va commencer à vouloir réaliser l'utopie, concrètement, et c'est pour ça que c'est bien de ne pas laisser les gens vouloir réaliser leur utopie, qu'ils soient des gouvernants ou des citoyens, alors la tradition artistique a mis en place ce qu'on appelle des dystopies. Vous connaissez peut-être ce nom qui est un peu plus à la mode depuis quelques années. C'est tous ces récits un peu cauchemardesques. Le plus connu est en 1984 d'Orwell, mais au cinéma, c'est les Hunger Games, des choses comme ça, Divergent, qui sont des films ou des récits dans lesquels on a mis en place une utopie. Comment faire pour que les gens soient heureux? Il faut faire ça, on met ça, et puis tout ce qui éloigne de ça, on le coupe. Par exemple, il y a des dystopies, alors il y en a pas mal ici, assez célèbres. Par exemple, on s'est dit il faut éviter que les gens pensent trop. Une bonne manière d'être heureux, c'est qu'il ne faut pas trop penser. Voilà. Penser, c'est un peu le merdier parce que ça veut dire que ça remet en cause, ça critique, ça nous implique aussi. Hein. Quand je me rends compte que c'est moi qui fuis sur mon téléphone portable, bah, je peux accuser les GAFAM, enfin les grands groupes, mais de fait, il n'y a personne qui m'a mis un couteau sous la gorge pour que j'achète le nouveau téléphone portable, d'installer des applications, d'ouvrir des comptes partout. Il n'y a personne qui m'a demandé de faire ça. En fait, je suis pleinement responsable de leur fait. Et ça m'agace peut-être un peu d'être pleinement responsable de leur fait. Donc c'est plus sain d'être une victime, mais de fait, c'est moi. Donc une bonne manière d'éviter de penser, c'est de couper la possibilité de penser. Et couper la possibilité de penser, ça se fait de plein de manières différentes. Par exemple, ça se met avec les médocs. Hein. Vous voyez, quand je commence un peu trop à penser, je prends un médicament, ça me calme. Ça, c'est le propos d'un roman qui s'appelle Le meilleur des mondes, qui a été écrit en 1932, mais c'est pas tout récent. On s'est bien dit, pour éviter que les gens pensent trop, on leur injecte une pilule du bonheur qui s'appelle le soma, et ce qui est bien, c'est que les gens se l'injectent eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire, en fait, au moment où ils disent « Oh là là, ça commence à pas aller super bien », bah, ils se prennent une petite dose de soma, et ça allait. Puis ça fait que les gens ne pensent pas trop. Puis dans Fahrenheit 451, un autre roman, un peu plus tardif, 1953, bah, on va couper tout ce qui permet, ou ce qui sollicite la réflexion, on enlève les livres, on les gorge, on les brûle, et puis on donne aux gens chez eux des grands écrans, un peu comme ce qu'on a chez nous maintenant, des grands écrans où il y a du prêt à manger, c'est-à-dire des émissions qui sont fabriquées pour qu'on soit dépendant, parce que ça génère des circuits de dopamine. C'est en fait, vous êtes content de voir Game of Thrones, donc vous attendez l'épisode 2, puis le 3, puis le 4, puis la saison 2, puis la saison 3, puis la saison 4, puis la saison 10, vous êtes tout le temps content, ça vous génère de la dopamine, c'est super. Et puis vous pensez pas trop au truc, parce que c'est rare que les gens s'interrogent sur la structure narrative de Game of Thrones. En général, on consomme ça, puis après Game of Thrones, il y a encore ça, puis ça, puis ça, puis c'est super, puis hop, c'est la dopamine, c'est le soma, c'est la pilule du bonheur. Et puis c'est super, parce que on est dépendant d'un contenu qui est préfabriqué. Alors ça, c'est ce que raconte Bradbury dans le Fahrenheit. On a voulu réaliser le fait que les gens soient heureux. Pour qu'ils soient heureux, il faut qu'ils ne pensent pas. Puis comment on fait pour qu'ils ne pensent pas? Donc les dystopies, c'est pratique. C'est des espèces de romans qui se disent on veut réaliser l'utopie. Puis on a trouvé plein de manières de faire pour que ça marche. Allez, il y en a qui se lobotomisent, il y a un peu de tout. Là, c'est intéressant pour les lecteurs, parce que les lecteurs ont moins envie que ce monde se réalise en général. Hein. Ils disent, ouais, je ne suis pas tout à fait convaincu d'avoir envie de vivre dans ce monde-là. Le problème, c'est qu'ils ne voient pas que ce monde-là, il est déjà là. C'est un peu le truc qu'ils ne voient pas.
C'est-à-dire qu'en fait, et c'est là où la force de l'imaginaire est intéressante, c'est que si on reconnaît que dans ce monde-là, on ne veut plus penser et puis qu'on préfère les masses médias, hein, c'est vraiment le cœur de Fahrenheit 451, bah on oublie de voir que dans notre quotidien, nous, bah c'est un peu ce qu'on a quand même, quoi. Hein. On est plus infusé de mass médias, c'est-à-dire de contenu préfabriqué pour qu'on consomme, que vous ne lisez pas tous les jours Shakespeare pour vous interroger sur la condition humaine. Malheureusement par ailleurs, mais c'est même assez rare, peut-être même inexistant. Il y a plus de monde qui regarde Game of Thrones que de gens qui lisent Shakespeare, sauf s'ils sont obligés par leurs enseignants à 15 ans. Pas sûr que Shakespeare écrivait pour les gens qui avaient 15 ans. Donc vous voyez, soudainement, on voit un truc marrant arriver. Il y a des utopies qui inventent des mondes imaginaires dans lesquels l'être humain est heureux, mais qui ont pour vocation de venir pointer certaines problématiques du présent, comme un effet miroir en fait. Puis bizarrement, depuis la fin du XVIIIe siècle, on a cherché à appliquer ces utopies, à les réaliser. C'est pour ça que c'est bien de ne pas vouloir réaliser l'utopie. Puis là, il y a des types qui se sont dit, ouais mais bon, réaliser l'utopie, c'est un peu compliqué, parce qu'il va falloir couper pas mal de choses, et puis il va falloir surtout éviter qu'elles réapparaissent. Donc ça légitime en général des systèmes qui sont des systèmes qu'on appelle totalitaires. Et après on s'est en plus rendu compte que les deux choses sont les mêmes. C'est-à-dire qu'une utopie c'est en même temps une dystopie. C'est-à-dire que tous les mondes idéaux ne fonctionnent que parce qu'ils ne bougent pas. Et pour qu'ils ne bougent pas, il faut qu'il n'y ait pas d'événement. Et pour qu'il n'y ait pas d'événement, il faut qu'il n'y ait pas de liberté. Hein, parce que du moment où je peux faire un truc différent de moi qu'aujourd'hui, j'ai fait une action de ma liberté et le monde peut changer. Parce qu'on a étrangement le pouvoir de changer le monde. Pas intégralement, mais un petit peu, en tout cas. Alors, ce qui est intéressant par rapport à... on n'est toujours pas à la prospective, hein, on va y arriver un peu tout à la fin. Ce qui est intéressant, c'est que, puisque la prospective est une science récente, en fait, qui demande des modèles mathématiques assez complexes, c'est qu'il y a des gens qui se sont dit, oui, mais alors c'est quoi aujourd'hui qui porte en fait les utopies, puisque s'il ne faut pas réaliser des utopies, il faut identifier les endroits où il y a un peu d'utopie dans notre monde à nous. Est-ce que vous avez des idées d'endroits où il y a un peu d'utopie? Ou de domaines? Aujourd'hui, hein. Dans le jeu vidéo? Alors, on va être obligé de ne pas être dans la fiction. Dans la science? Dans le monde réel, si on préfère, dans le monde réel, quels sont les éléments où on sent un peu d'utopie, quoi. On sent qu'il y a cette idée de construire pour le bien-être de l'humain. Une recherche scientifique? C'est-à-dire, c'est juste, c'est un des éléments qu'on voit. La physique, les mathématiques, je sais pas. Bon, les mathématiques, c'est pas forcément le truc qui vous aide à être heureux. Mais, Non, mais... c'est un outil qui permet peut-être pour d'autres, mais c'est intéressant la recherche. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la recherche? Qu'est-ce qu'il y a d'utopique dans la recherche? Ou qu'est-ce qu'on imagine que la recherche peut produire? Le bien-être des gens. Par exemple, la recherche médicale, évidemment, c'est bien de faire la recherche parce qu'à terme, on peut imaginer qu'on va pouvoir résoudre pas mal de maladies. Imaginons. Il y a un peu d'utopie. Hein. Si on avance là-dedans, si on fait les bons investissements, parce qu'il y a un peu des investissements financiers à faire, un jour, peut-être, on aura réglé le problème des maladies, voire de la mort. Ce qu'on appelle le transhumanisme d'ailleurs. Pour un exemple, nous payons encore dans les impôts de la Communauté européenne, en Suisse, on paye encore ce projet qui est né il y a 20 ans, qui s'appelle maintenant le Human Brain, mais qui s'appelle le Blue Brain à l'époque. C'était cette idée, vous avez peut-être sûrement entendu parler, qui coûtait 1 milliard à la Suisse et 1 milliard à la Communauté européenne, qui paye toujours, parce qu'un milliard c'est grand, qui laissait entendre qu'on allait investir de l'argent dans la recherche sur la modélisation de nos connexions neuronales, comment le cerveau fonctionne, avec cette idée très particulière et utopique que les maladies sont un dysfonctionnement cérébral pur. En fait, c'est un problème du hardware, si on veut. Il y a un problème dans le cerveau, puis si on fait ce qu'il faut, ça répare le problème. Voilà. Et dans les arguments qui étaient avancés à l'époque pour justifier l'investissement d'1 milliard de l'argent public suisse là-dedans, c'était qu'on allait à terme, même si ce terme n'était pas très clair, mais il y avait en tout cas cette direction, pouvoir mettre fin aux 600 pathologies mentales à l'époque recensées
voilà, c'était dit comme ça par le fondateur du projet. Il disait, bah voilà, on va pouvoir un jour résoudre tout ça. Donc, il y a plein de trucs qui disparaîtront. Tous les machins un peu psycho comme ça, bah, une fois qu'on a réglé le hardware, ça va, voilà, c'est bon. Et donc c'est super, on imagine un monde, et c'est ça l'utopie, où il n'y a plus de problème, il n'y a plus de pathologie mentale. Puis on investit du fric là-dedans. On investit de l'argent là-dedans parce qu'on se dit, bah, ça peut être super d'avoir ce monde-là. On ne s'est jamais tellement interrogé. On ne s'est jamais interrogé sur c'est quoi un monde où il n'y a plus de pathologie mentale. Par exemple. Où il y a plus, vraiment, mais les 600 listés dans le DSM-4. Hein. C'est-à-dire pas juste trois trucs un peu extrêmes. Enfin, tout. Mais c'est quoi un être humain qui n'a pas de déviance psychologique? Mais zéro. Quoi. Plus de névrose. Un robot. Bon, on ne s'est en tout cas pas interrogé là-dessus. On trouvait ça sympa. Voilà. En tout cas, suffisamment sympa pour investir 1 milliard. Et, enfin, 2 en l'occurrence, mais pour la société. Donc on voit qu'il y a effectivement dans la recherche scientifique, il y a un ferment utopique, c'est-à-dire cette idée qu'on va pouvoir un jour être heureux enfin. En tout cas, pas être malheureux. Il y a d'autres lieux où il y a ça. Enfin, d'autres domaines. Aujourd'hui, hein, Dans la politique, dans les programmes politiques. ouais, il faut être un tout petit peu plus précis. Quel est le. Où est-ce qu'il y a de l'utopie dans la politique par exemple aujourd'hui? Je prends l'exemple de la France, par exemple, réussir à résorber la dette de façon à ce que le niveau de vie en France évolue de manière positive. C'est un exemple. Oui, parce qu'il y a cette idée très paradoxale en Occident, c'est-à-dire qu'en fait, un des grands ferments utopiques de la modernité, c'est la démocratie. Hein, d'ailleurs, la démocratie, c'est bien ça, c'est cette idée qu'on va lutter pour les droits de l'homme, avec cette idée que si les droits de l'homme sont effectifs, bah, les gens seront heureux. De fait. Si j'investis de l'argent dans la recherche scientifique, bah, techniquement, un jour, on va régler les problèmes, donc les gens seront heureux. Puis inverse, on n'a jamais pris autant de médecine aujourd'hui, mais bon, apparemment, c'est un truc possible. Puis dans la démocratie, si l'ensemble de la planète Terre était démocratique, bah, on serait heureux. Il suffit de voir comment on réagit quand il y a des confrontations civilisationnelles entre le monde démocratique et des mondes non démocratiques. Alors qu'on est des espèces de sombres salopards toute l'année, puisqu'on exploite 60% de la planète Terre sans avoir aucune forme de morale par rapport à ces gens, d'un coup on trouve ça immonde que la Chine ne respecte pas les droits de l'homme. Sûrement parce qu'elle est en train de produire plus de 70% de nos ressources et que ça nous fait un peu flipper. Alors on a un truc de truc moral en disant, un truc moral en disant, ah ben vous maintenant, c'est à vous de régler les problèmes des droits de l'homme. Hein, parce que bon, alors que la Chine s'en fout à juste titre, puisqu'elle a sa propre politique économique à elle, en fait. Et puis que ça ne se reconnaît pas dans les droits de l'homme, qui est quand même une invention occidentale des années, enfin, début du 19e siècle, hein, c'est pas un truc comme ça. Oui, il y a aussi un truc utopique. Si tout le monde respectait les droits de l'homme, alors l'être humain serait heureux. C'est comme chez Thomas More. Si tout le monde avait la même répartition de richesse, alors, c'est une sorte de logique, ça, alors il n'y aurait plus de criminalité. Vous avez une question? C'est juste pour. S'il y a des possibilités que ce qui peut être utopique, c'est le fait qu'il n'y ait plus de conflits, plus de guerre. Aussi. Alors ça, c'est évident. Bah, rappelez-vous que comme le début de Hunger Games, c'est que pour que ça se passe bien, pour qu'il n'y ait plus de guerre. Je parlais de. Ok. Bah, dans ce film-là, ce qui est marrant, c'est que c'est exactement cet argument. Pour qu'il n'y ait plus de guerre, mais l'humain a besoin de sang un peu quand même. Il faut qu'il y ait un peu de trucs un peu bleus, quoi. Voilà. Alors, pour qu'il n'y ait plus de guerre du tout, ce qu'on fait, c'est que dans ce monde, mais c'est de nous, hein, c'est fictionnel, on imagine que chaque année, il y a ce qu'on appelle les Jeux de la faim, les Hunger Games, où on met des représentants qui vont se taper en fait dessus. C'est pratique, c'est un peu l'idée du sacrifice humain d'avant, hein, c'est du bouc émissaire, c'est qu'on en prend, puis grâce à eux, bah, on a moins besoin de sang pour le reste. Quoi. On a 10 qui se tapent dessus, ça va, puis ça garantit la paix des États-Unis. Donc effectivement, une autre, mais ça c'est typiquement les droits de l'homme, hein, s'il n'y a plus de guerre, c'est qu'on respecte complètement les droits de l'homme, et il n'y a plus d'ingérence dans la vie des individus. Puis un autre système aussi, c'est évidemment ce qu'on a dans le libéralisme. Hein, les sociétés de consommation fonctionnent parce que quand on acquiert quelque chose, on se sent plus heureux.
vous avez tous fait cette expérience-là, il suffit de commander un peu plus d'articles sur Zalando. Vous voyez que quand le carton arrive, il y a ce truc un peu, et bah ça, c'est ce petit machin qu'on éprouve, ou pas, mais bon, techniquement on est content, bah ça, c'est comme ça que ça marche. C'est parce qu'il y a ça qu'on pense qu'un jour on sera heureux, en consommant. Ce qui est intéressant, c'est que ces trois dimensions, hein, la technologie, la recherche scientifique, la politique démocratique et le capitalisme, ou le libéralisme capitaliste, c'est évidemment ce qui crée l'Occident. Hein, c'est des immenses systèmes idéologiques qui se mettent en place à la fin du 18e et début du 19e siècle. Hein, les premières écoles polytechniques, les premières recherches scientifiques modernes naissent à la fin du 18e, les droits de l'homme, c'est début 19e, et puis le libéralisme, c'est la fin du 18e. Donc on est en plein dans la suite de cette espèce d'utopie qui s'applique, et quand une utopie s'applique dans le réel, on parle d'idéologie. Hein, l'idéologie, c'est bien ça. On pose un ensemble de valeurs et de dogmes, et si on applique ça, on est heureux. Voilà. Et c'est super. Bon. Il y a des gens qui se sont dit, bah, on va réfléchir à si on est vraiment heureux avec ça. C'est-à-dire quels sont les sacrifices qu'on va devoir faire pour qu'on puisse respecter tous les droits de l'homme, par exemple, ou qu'on puisse être tous ceci ou ça. Alors, une des choses qu'il y a à la maison d'ailleurs ici, c'est que nous, on se focalise essentiellement sur un de ces trois domaines, une de ces utopies de ça, c'est l'utopie qui vient des recherches scientifiques et technologiques. Mais c'est plus par histoire du musée. Bon, elles sont toujours connectées aux autres, mais tout ce que vous avez autour de vous, c'est des gens qui ont raconté comment l'humain vit dans une utopie technologique ou scientifique. En substance, c'est ça. Depuis la fin du 19e siècle, jusqu'à aujourd'hui. Et puis en fait, comme vous pouvez le voir, il y a plein de gens qui ont raconté ça de plein de manières différentes. Ils ont chacun fait la chose suivante. Ils ont dit, il y a une utopie scientifique, on est heureux si on peut se connecter à la machine en permanence. Voilà. Bon. On va raconter ça. Voilà. Racontons ce qui se passe. Puis on va voir les problèmes. Puis le lecteur qui va voir ça, il va voir les problèmes. Puis deux, il va peut-être pouvoir faire un vague lien avec lui. Si je reprends l'exemple qu'on avait sur les nouvelles technologies, je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle Her. H-E-R. Vous n'avez pas vu ça? Il faut un peu. Donc pour vous faire simple, parce que le film est assez facile à résumer, dans Her, vous avez un individu qui s'appelle Theodore. Et cet individu, en fait, il vit dans une espèce de Los Angeles futuriste. Et il y a une nouvelle technologie qui sont des IA, enfin des intelligences artificielles. Et ces IA, elles sont tellement développées qu'elles deviennent des assistants personnels. Aujourd'hui, on entend parler de ça dans la société. Hein. On entend arriver cette question, oui, mais peut-être que le développement de l'IA va nous permettre d'avoir des sortes d'assistants personnels. Ce qui montre bien quand vous avez un assistant personnel que quoi? C'est quoi le présupposé? On se repose complètement sur lui, en fait. Pardon? On se repose complètement sur lui. Mais non, pas trop dans le négatif. Ça c'est le. Non, si vous avez un assistant personnel. Bon, on n'a jamais vraiment beaucoup réfléchi nous, mais. On Il est réfléchit supérieur pas à du quelque tout. chose. On est heureux. Que? Il est supérieur à quelque Ouais, mais chose. qui est supérieur à qui? Bah, si c'est notre assistant, c'est notre patron. Ouais, mais vous savez que la logique capitaliste va toujours à l'inverse. Hein. Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc s'il vous faut un assistant, c'est qu'il vous faut. C'est que vous êtes assisté, en fait. Une IA, ça calcule 20 milliards de fois plus vite que vous. En une seconde, ça lit 2 millions de livres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un assistant personnel, mais de fait, ça produit le fait que vous êtes assisté. C'est votre mémoire, c'est vos contacts, c'est votre agenda, c'est vos mails. C'est ça, un assistant personnel. Donc c'est pas... l'idée, c'est qu'on a, en tout cas qu'on est en souffrance, ou en tout cas qu'on n'est pas suffisamment autonome, et donc on a besoin d'un assistant. Sinon, il n'y aurait pas besoin d'avoir un assistant si on était autonome, logiquement. Alors, dans ce film-là, il y a des assistants personnels qui sont hyper forts, puisqu'on n'a pas l'impression que c'est des assistants personnels, et on a un jeune homme qui s'appelle Theodore, qui est en instance de divorce, mais il ne veut pas divorcer, bon, pour diverses raisons. Il se retrouve un peu tout seul chez lui, parce qu'évidemment, il est en phase de transition, on va dire. Et pour combler un peu sa solitude, il décide de télécharger une IA qui s'appelle Samantha.
et qui est jouée à l'écran, enfin elle n'est pas jouée à l'écran parce qu'on la voit jamais, mais on entend sa voix tout le temps dans le film, qui est la voix de cette actrice qui est Scarlett Johansson. Donc lui, il met des écouteurs et donc il passe son temps à dialoguer avec cette IA, cet assistant personnel, qui est plutôt assez marrant d'ailleurs. Et puis comme on peut l'imaginer, plus le film avance, plus il tombe amoureux d'elle. Hein, jusqu'au moment où il se rend compte avec effroi qu'elle ne parle pas qu'avec lui, logique, voire même qu'elle n'est pas amoureuse que de lui, ce qui un peu le dévaste, et puis ensuite les IA s'en vont. Et puis là, et voilà, ça se passe pas méga bien. Il faut regarder le film. Hein? Il faut regarder le film. Ouais, il faut regarder le film. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que si on était dans une logique de prospective, c'est-à-dire comment cette représentation nous indiquerait le futur, il y aura un truc qui ne marcherait pas. Déjà parce que c'est une fiction, et on a appris depuis tout petit, nos parents nous apprennent et on apprend à nos enfants que la fiction, c'est pas la réalité. Enfin, ça parle de la réalité, mais autrement que de manière directe, que c'est souvent imagé, etc. Et puis personne, quasi, disons, tomberait amoureux de son téléphone portable. Ça arrive, mais c'est quand même assez rare. On peut chercher à compenser, mais c'est quand même un peu. Par contre, si on reprend la logique de l'imaginaire que j'ai évoqué avant, on peut s'interroger sur ce qui est pointé par le film. C'est-à-dire, quelle est l'utopie qui est pointée, quels sont les éléments qui sont pointés, voilà. Et puis, une des choses que je trouve assez flagrante, c'est comme le spectateur est entouré en permanence de cette voix, je pense que vous voyez un peu la voix de Scarlett Johansson en anglais. Voilà. C'est comme ça que ça marche, évidemment, parce qu'on aurait pu faire une voix de synthèse, qui serait plutôt une voix d'IA, mais la voix de Scarlett Johansson, c'est un peu une voix de femme-enfant, comme ça, à la fois assez érotique et en même temps un peu ingénue. Il y a un peu cette espèce de mix étrange. Ce qui fait qu'on comprend assez bien en tant que spectateur que Théodore tombe un peu amoureux de cette voix. Parce qu'on aimerait bien que quelqu'un nous parle comme ça. Bon, il y a une interprétation un peu psychanalytique du film que je ne vais pas évoquer parce qu'elle est un peu glauque, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on comprend ce truc-là. Puis on comprend que Théodore passe de plus en plus de temps avec elle, donc la voix. Puisqu'il n'y a pas de 1 et c'est un téléphone, c'est pas un système d'opération. Et quelque part, il se coupe un peu des autres, puisque l'avantage qu'il a, c'est qu'elle peut être tout le temps dans ses oreilles. C'est-à-dire, en fait, il se lève avec elle, il a tout le temps son téléphone, et puis son téléphone lui permet de pouvoir filmer le réel, donc elle peut interagir avec ce que lui voit, puisque c'est une IA, donc elle peut composer des signaux, et puis voilà, et donc on se dit c'est super, et on voit que dans ce monde-là, tout le monde a son propre assistant personnel. C'est-à-dire que tous les individus qui vivent dans ce Los Angeles un peu propre, ils sont tous en train de parler avec leur meilleur ami, quelque part. Soit le meilleur ami, c'est leur meilleur ami, c'est le confident, soit c'est une relation plutôt amoureuse. Ce qui est un peu bizarre, parce qu'en fait, on voit que les gens ne se parlent plus. Puis les rares fois où ils se parlent, il y a des séquences du film, pour ceux qui ont vu le film, c'est des séquences un peu de drague, complètement foireuses, où ils ne savent plus, ils font semblant, enfin ça ne marche pas du tout. Et puis il fait complètement catastrophique, une sorte de moment de séduction un peu raté, enfin même plutôt raté, où on se rend compte qu'ils ne savent plus se parler, et puis qu'automatiquement ils veulent plus. Mais ça ne marche pas. Et donc d'un coup on se rend compte que derrière cette IA, derrière cet assistant personnel, en fait ce qu'il y a, c'est avant tout, enfin s'il tombe amoureux de cette IA, c'est parce qu'au quotidien il est seul. Et que en fait les OS, ces IA, ces applications, si on veut bien leur téléphone portable, sont des moyens de recréer le lien. C'est des passerelles en fait, où on cherche à rencontrer des gens. Mais on cherche à les rencontrer via une interface, parce qu'on ne sait plus les rencontrer en vrai. Et donc finalement, s'il tombe amoureux de cette voix, c'est avant tout parce qu'il espère rencontrer cette voix, mais elle n'existe pas. Et d'un coup, le film vient nous renvoyer une image qui est beaucoup moins marrante pour nous, qui est de dire, mais peut-être qu'à chaque fois que je prends mon téléphone portable, si ce n'est pour consulter les horaires de train, mais à chaque fois que je passe du temps, peut-être que ce que j'exprime d'abord, c'est ma solitude. Et d'un coup, ça devient flippant, parce que si vous allez prendre le bus, le train ou que sais-je après, puis que vous voyez tout le monde qui est quand même sur son téléphone portable, vous dites, mais en fait, ce que tous ces gens expriment d'abord, c'est leur solitude. Et ce qui fait que c'est encore pire, parce qu'aujourd'hui, si vous allez vers quelqu'un, souvent en Suisse,
vous mettez à côté de quelqu'un dans le train parce que vous dites, bon, bah, il est tout seul, un peu comme moi. Donc je vais créer un lien humain, c'est la fin du monde. C'est-à-dire, en fait, d'un coup, ça devient une ingérence, on va pouvoir se sentir violé, enfin, vous voyez, ce genre de trucs là. Donc vous pouvez même plus créer ce lien comme ça, parce qu'il est forcément louche. Hein. Alors, ça dépend comment on s'installe à côté de la personne, on est d'accord. Mais dire, ah bah tiens, vous êtes qui, on se connaît pas, faisons un petit bout de notre chemin ensemble, de toute façon on va se séparer entre guillemets à la fin de. Parce que moi je sors à Lausanne plutôt à Neuchâtel, que sais-je. Ça se fait pas. En Suisse, vous faites ça, je pense que c'est la pire insulte qu'on puisse faire à quelqu'un, les gens sont malades, ils commencent à avoir des vapeurs. Mais vous voyez que ce raisonnement devient intéressant pour ça. Il vient pointer quelque chose qui est de dire le problème n'est pas la technologie en tant qu'objet dans lequel on est le produit, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on passe par la technologie pour combler notre solitude. En gros, on prend le mauvais médicament, si on veut bien. Hein? Et prendre le mauvais médicament, bah, c'est en général une des choses qui génère ce qu'on appelle de l'addiction. Hein? C'est-à-dire, évidemment, plus je suis seul, plus je vais sur mon téléphone, puis plus je vais sur mon téléphone, en espérant pas être seul, plus je suis seul, puis on s'arrête jamais. Mais on peut plus sortir de cette espèce de boucle infernale. C'est pour ça que je ne comprends pas les parents, enfin je comprends mais je ne comprends pas, qui offrent un téléphone portable à leurs enfants à 10 ans. Je dis tiens, je t'offre ta prison. Voilà, ça va être super, je suis ton père ou ta mère, je t'ai créé pour que tu sois libre, heureuse ou heureux, et je t'offre ta prison. Parce que moi, en tant qu'adulte, j'arrive pas à gérer ce truc, donc toi, je pense que tu vas y arriver, mais en fait, je sais que tu n'y arriveras pas. Parce que tu vas prendre moi comme modèle, et donc dès le matin jusqu'au soir, tu seras ton téléphone portable. Et ça va être super. Voilà. Donc pour terminer, avant de passer à l'expo, vous voyez que l'idée c'est que la prospective, c'est la création de modèles, on va dire, empiriques, qui permettent de savoir à peu près où on va. C'est sympa, mais ça fait abstraction nécessairement de qui on est, puisque les modèles sont généraux. Hein, si l'Occident continue à autant utiliser les technologies numériques aujourd'hui qui consomment 20% de l'énergie globale terrestre, ben si on continue, on va commencer à utiliser plus que 20%. Le problème des serveurs centraux, c'est qu'ils sont refroidis. Pour qu'ils puissent être refroidis très fort, il faut du charbon, il faut des énergies fossiles, ça ne marche pas avec les énergies renouvelables, il n'y a pas assez de production énergétique. Vous imaginez que les serveurs de Facebook et de Google, ce n'est pas votre ventilo sur votre ordinateur portable. Hein, et que pour maximiser la rentabilité énergétique de refroidissement des serveurs qui chauffent très vite le nombre de connexions qu'il y a, il faut utiliser de l'énergie fossile. Donc les 20% qu'on utilise de l'énergie globale fossile, c'est pour refroidir nos serveurs. En gros, pour combler notre solitude, on fait en sorte que la Terre explose. Voilà, c'est une bonne manière de tuer le sol, c'est de mourir. C'est un peu petit ça. Mais voyez un peu. Donc je peux faire ça, puis je peux créer ces modèles-là, puis je dis aux gens, sentez-vous coupables, parce que maintenant avec votre téléphone, chaque fois, vous contribuez, c'est ce que font très bien les Verts, vous contribuez à cause de vous, en fait, le monde se casse la gueule. Ils disent, ah merde, j'ai pas l'impression que vraiment mon petit truc sert à ça, bien que oui, en fait. Hein. De fait, il contribue à ça. Puis il y a l'autre mode, qui est plus le mode non pas prospectif, mais réflexif, c'est-à-dire en passant par des mondes autres, je viens interroger, problématiser des comportements que j'ai moi en tant qu'humain, plus des modèles généraux, mais moi en tant qu'humain aujourd'hui. Et en particulier le fait que derrière toutes ces choses-là, en particulier la technologie, il y a des utopies actives. Hein. J'espère vraiment rencontrer l'amour de ma vie sur Tinder. Il y a beaucoup plus de chances de rencontrer l'amour de ma vie par hasard dans la rue, si tant est qu'on peut encore se parler, que sur Tinder, puisque vous n'allez rencontrer que vous. Et même pas que sur Tinder, sur l'ensemble des réseaux sociaux, puisque vous savez comment ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois que vous faites une opération, bah, en fait, ça vient enregistrer un profil type. Hein, si vous restez plus de temps sur une vidéo sur Facebook, par exemple, sur Instagram, il va comprendre que ça vous intéresse. Donc, il va vous balancer de cette vidéo ou ce type de vidéo qui fait que vous aurez l'impression qu'évidemment, ah bah c'est super, je suis en permanence nourri dans ce que j'aime. Puis ah, j'avance comme ça, à un moment donné, j'oublie même qu'il y a d'autres choses que ça. On a vu, il y a eu pas mal d'analyses qui ont été faites pour montrer que pendant le Covid, les théories du complot fonctionnaient beaucoup comme ça. C'est-à-dire que les gens passaient du temps sur des vidéos complotistes et d'un coup, les algorithmes pensent que c'est ce que vous voulez, donc augmentez le nombre de vidéos complotistes que vous aviez, par la même contenu, hein, l'algorithme s'en fout du complotisme, ce qui fait qu'on reste dans des boucles où on voit que nous et que nos intérêts.
et on ne voit plus d'autres choses là, puis alors on s'enferme, la radicalisation marche comme ça aussi, malheureusement. Et que si ça marche, ce profil utilisateur type, c'est bien parce que en fait, on est tout seul. Et que la seule manière de pallier cette problématique de la solitude, c'est de sortir du téléphone. Pas annuler le téléphone, mais retrouver l'interaction humaine. Donc pour conclure, c'est ça, c'est comment l'imaginaire, même s'il a un peu mauvaise presse, parce qu'on a l'impression que c'est pour les enfants, je ne sais pas si encore des gens qui ont cette impression, mais pour le moment c'est un peu ça, en fait a cette capacité de venir nous interroger sur nos pratiques quotidiennes, et c'est peut-être depuis là, dans cette prise de conscience-là, que d'un coup, en fait, on va peut-être dire, ah tiens, et si j'essayais dans mes profils types d'être complètement à la masse, d'inventer un profil qui n'est pas du tout moi. C'est-à-dire que les vidéos qui m'intéressent, c'est pas du tout des vidéos qui m'intéressent. Je parle de trucs, parce que votre téléphone entend ce que vous dites. Donc je parle de trucs que j'ai pas du tout envie. Puis, comme par hasard, je vais avoir des pubs ciblées après sur mes réseaux sociaux de ça. Je me connecte avec des gens qui ne sont pas du tout dans mon... En gros, si je commence à être créatif, c'est-à-dire que je sors de cette idée du profil type, et je dis, bah, faisons un profil type qui n'est pas moi. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je veux voir en fait? Et c'est cet appel à la créativité, à mon avis, à laquelle nous invite en fait plutôt l'imaginaire, c'est-à-dire de sortir dans ces espèces de boucles comme ça, alors qu'effectivement la prospective a quand même un côté réductrice, parce qu'elle nous dit voilà un peu les 4 modèles de développement de la société suisse dans les 30 prochaines années, puis bah, comment on se situe dans ces 3, puis quels sont les choix qu'il faut faire pour avoir 1, 2 ou 3 choix. Dans l'imaginaire, on est moins là-dessus, on ouvre les possibles, parce qu'il y a des millions de choix individuels, mais qui sont tous en lien avec la capacité à construire quand même le futur. Voilà, je vous propose d'arrêter là, mais si vous avez des questions, avant qu'on passe à l'expo. Moi j'ai quand même une question. Il y a quand même des récits de fiction, des utopies finalement, qui elles ne se sont pas réalisées, mais en tout cas qui ont servi au développement de notre société. Comment ça se passe concrètement quand, je ne sais pas, Minority Report par exemple, il y a un moment où finalement les ingénieurs de Apple, ils ont repris des données de ce film qui était une utopie, et puis ils en ont réalisé finalement des choses très concrètes. Alors, les rares fois où ça arrive, bon, dans le film, c'est presque l'inverse, c'est une stratégie américaine assez classique, c'est du placement de produits. C'est-à-dire, en fait, les gros groupes essayent des trucs qui sont des prototypes, ils voient là comment le public réagit, et si le public réagit bien, là, c'est super, les écrans tactiles, ils développent. Donc, c'est une sorte de truc un peu presque intermédiaire. Mais une des choses qui est souvent abstraite, c'est le récit. C'est en fait, on développe des choses comme ça. On dit, ah tiens, c'est sympa les fusées. Donc on va pouvoir imaginer développer, bien c'est sympa les robots, ça serait marrant d'avoir des espèces de trucs qu'on appelle des robots qui font des choses pour nous, donc développons ça. Bon, ça se fait pas aussi simplement que ça, c'est-à-dire qu'en fait, les robots existent, ils sont repris dans les récits, ils sont extrapolés, puis enfin, c'est un truc un peu plus dynamique. Il n'y a pas un type qui a créé une technologie complètement sortie de nulle part, qui a été créée après. Et surtout, on coupe l'aspect narratif, c'est-à-dire on coupe le récit. Qu'est-ce que c'est qu'un robot en fait? Alors on voit la forme ou le motif, mais on ne sait pas ce que c'est. L'exemple du robot est assez bon parce que on a un imaginaire du robot comme ça, qui est de créer des robots anthropomorphes, ce qui est un peu absurde parce qu'on n'est pas bien fait pour ça. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas méga bon pour optimiser une tâche. On est même hyper mauvais pour ça. C'est pour ça, le ménage, par exemple, un truc un peu trivial, on n'est pas fait pour ça. Le sol est trop bas, on est trop grand pour le sol, et puis le plafond est trop haut. Donc on n'est pas du tout fait pour faire du ménage. Alors si on a des robots plats, eux c'est bien pour le sol, puis si on a des machins qui se collent au plafond, c'est très bien, ça marche, le plafond, etc. Mais les vitres, voilà, c'est mieux d'avoir un machin avec des ventouses qui se baladent sur la vitre que nous avec des trucs là. Donc d'optimiser certaines fonctions humaines, c'est plutôt intelligent pour gagner du temps. Mais un robot anthropomorphe, de reproduire à l'identique un humain, mais en forme robotique, bon.
Par contre, dans la tradition de la science-fiction depuis les années 1920, les robots ne sont pas du tout utilisés pour parler de ça. Les robots sont utilisés pour rappeler ce qui est... D'ailleurs, le terme robot en tchèque, ça veut dire l'esclave. Autrement dit, les premiers robots de la science-fiction ne sont pas des machines, ce sont des humains machinisés. C'est une image qui dit, lorsque, vous êtes tous arrivés malheureusement, lorsque vous demandez à quelqu'un, ou lorsqu'on vous demande d'accomplir votre programme, les femmes en ont malheureusement beaucoup souffert et continueront à en souffrir pour un moment, pour accomplir son programme, bah, en fait, l'image qui fonctionne bien pour évoquer ça, c'est celle du robot. En fait, les robots de la science-fiction sont des images de l'être humain lorsque l'être humain devient, ou sa seule prérogative, c'est d'accomplir son programme. Et si vous déviez de votre programme, ça vous avez aussi tous fait cette expérience, et en fait, on change de robot. J'attends de mon conjoint ça ne se passe pas, je change de conjoint. On appelle donc l'amour. Et le problème de cette logique, c'est qu'évidemment, notre manière d'interagir avec autrui dépend aussi du système dans lequel on évolue. C'est-à-dire, dans un système consumériste et capitaliste, ça va être compliqué de résister à la tentation de considérer l'autre comme un robot. C'est-à-dire que le monde dans lequel on vit nous pétrit, en fait. Et qui fait que même si on a grandi, on a été éduqué avec un ensemble de valeurs humanistes, c'est compliqué dans un système où tout est marchandisé du début à la fin, de ne pas considérer que l'autre est une marchandise à ma disposition. D'ailleurs, ça se voit puisque les gens investissent du fric sur leur prototype, par exemple la chirurgie esthétique, pour correspondre à un ensemble de trucs, tout en disant qu'on est libre et puis que le but c'est d'être soi. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui veulent faire la chirurgie esthétique, par exemple. Donc on optimise la machine humaine pour qu'elle remplisse au mieux sa fonction. Aller sur Instagram, c'est d'une aberration hallucinante de dire mais à quel moment les gens ne se rendent pas compte qu'on est des produits, quoi. Enfin, moi je sais pas, ça m'embête un peu cette idée-là. Qu'on ait un peu le côté produit, ça arrive. Mais tout le temps. Bon. Alors le robot c'est ça. Donc réaliser un robot anthropomorphe, c'est complètement aberrant. C'est un espèce de truc de laboratoire, c'est marrant. Mais c'est surtout de ne pas comprendre que le robot est une figure qui nous sert en fait à comprendre qu'on passe notre temps à robotiser les autres. Tout en disant les aimer. Oui. Merci pour votre présentation. Je voudrais revenir sur l'aspect de solitude en lien avec l'utilisation du téléphone. Ouais. L'impression que j'ai, je voudrais plutôt parler de refuge. Et ce refuge qui, finalement, crée la dépendance. Parce que moi, quand je rentre dans les trains souvent, mon observation, c'est que parfois, tu vois des personnes qui sont assises seules, et dès qu'une nouvelle personne entre dans le train, le premier réflexe, c'est de sortir son téléphone. Et tu as l'impression que, au lieu de peut-être créer l'interaction avec la personne qui est là, je vois. elle préfère prendre son téléphone et se réfugier, ne pas dire bonjour, et donc d'avoir toujours le regard sur son téléphone, au lieu d'observer, de voir ce qui se passe autour. Et donc c'est cette dépendance-là qui aussi fait qu'il n'y a plus de réflexion sur le comportement humain et les gens sont bloqués sur toujours la même pratique. Alors, vous avez raison. Alors bon, la question de la solitude, elle est complexe parce que l'être humain est seul, de toute façon. Il ne faut pas oublier qu'avant les téléphones portables, dans les trains, les gens lisaient les journaux. Quand vous lisez votre journal, vous êtes bien isolé des autres aussi. Mais le journal a une fin, c'est un peu le problème. Ou alors vous le relisez 250 fois, mais normalement ça devient un peu pénible. Il n'y a pas beaucoup, oui, si vous faites, je sais pas, hiver dans Zurich, il n'y a pas beaucoup de journaux où vous tapez 2h30 de lecture. Où vraiment vous lisez tout, quoi. Même les articles qui ne vous intéressent pas pour éviter l'autre, quoi. Donc techniquement, cette idée de la solitude et de l'interaction problématique avec l'autre ne dépend pas du téléphone portable pour s'exprimer. Elle a quasiment tout le temps été là, en particulier dans des mondes individualistes occidentaux. Dans d'autres cultures, c'est très différent. On peut avoir des cultures où, si vous êtes seul dans le bus et que vous rentrez dans le bus, mais en Suisse, vous rentrez dans le bus et tout seul, vous allez à l'opposé de la personne. Ok, j'ai de la place, super, je vais à l'opposé. Puis, ça, je suis sûr de ne pas pouvoir me parler. Enfin, ça va être quasi impossible. Et s'il y a justement un accident du bus, parce que quand il y a une catastrophe, ça marche, alors d'un coup,
la fraternité humaine va faire qu'on va se parler. Mais si on peut encore. Puis il y a des cultures où évidemment, si je rentre dans un bus et que je suis qu'il y a une seule personne, je la verrai. C'est une sorte de politesse. Donc forcément que c'est pas que la technologie va pas faire ça, mais elle va s'appuyer là-dessus et accroître ça. C'est plutôt ça qu'il faut voir. Hein. C'est plutôt oui, on cherche des refuges parce que l'altérité est toujours un peu embêtante. Mais elle est particulièrement embêtante dans un monde individualiste. Dans des mondes communautaristes, par exemple, c'est un peu différent. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas, mais c'est-à-dire qu'en fait, les normes et les valeurs sociales font qu'en fait, c'est un peu différent. Donc c'est un peu ce que je disais avant, j'arrive à la main qui se lève, c'est un peu ce que je disais avant, par exemple, sur le robot. Hein. Le fait de vivre dans un monde où on est tout le temps dans une productivité, une optimisation des performances, fait que ça va être compliqué de ne pas attendre ça de l'autre. Même si par ailleurs on est convaincu de nos valeurs humanistes. On est quand même un peu. La condition humaine est relativement malléable à son contexte. Donc évidemment, dans un monde individualiste, c'est encore plus compliqué d'échapper à la solitude, parce qu'elle semble faire partie